Bien, on va s'intéresser maintenant à un chapitre de retour sur le bloc signal. Et à savoir, on va s'intéresser plus particulièrement à la propagation d'un signal. On va prendre des cas simples où on a propagation d'un signal sans déformation et à vitesse constante. Mais ça va nous permettre déjà d'aller assez loin, et dans le prochain chapitre où on va prendre la superposition de deux signaux, ça nous permettra d'expliquer un certain nombre de phénomènes physiques. Alors on va commencer par donner quelques exemples de signaux de la vie de tous les jours. À commencer pour les mélomanes. Si vous entendez ça, normalement, un mélomane va tout de suite reconnaître la formule rythmique qui est caractéristique du début du boléro de Ravel. C'est en fait une formule rythmique qui est répétée tout au long de tout le quart d'heure de cette orchestration de boléro et donc qui vous permet à la simple écoute d'identifier le signe. Donc un signal, ça sert à envoyer en règle générale des informations d'un point A à un point B. Là vous avez eu un signal sonore qui vous a permis d'identifier un morceau de musique classique. Vous avez d'autres exemples de signaux. Par exemple, pour prendre en compte que le fait que le signal, quand il se transmet, il n'y a pas forcément transfert de matière. Quand vous prenez le jeu pour enfants dans ma cabane sous terre, où vous prenez des enfants, vous les mettez en rond autour, dans la pièce, généralement installés par terre, assis par terre, et ils ont chacun la main dans la main de l'autre, et puis vous avez transfert d'une information qui est la main, une fois qu'elle a été tapée d'un côté, va taper la main du suivant de l'autre, et puis de proche en proche, le signal se transmet le long de la chaîne humaine sans qu'il y ait aucun enfant qui bouge, et donc vous avez transmission d'un signal, déplacement de quelque chose sans qu'il n'y ait de déplacement physique associé. Même phénomène quand vous prenez les holas dans les stades, là qui a été popularisé lors du mondial de 1986 à Mexico, parce que tout simplement les gens s'embêtaient, parce que le spectacle n'étant pas au rendez-vous, et puis ils ont commencé à se dire tiens, si on se mettait à se mettre tous debout, non pas tous en même temps, mais l'un après l'autre, on a eu l'impression d'une vague qui se déplace à l'intérieur du stade, et donc vous avez là encore déplacement d'un signal visuel où on voit ses mains se lever en synchronisation, et lors de ce signal vous allez avoir un déplacement d'information sans qu'il y ait eu de déplacement physique sur une longue distance de personnes. Voilà. D'autres signaux, vous avez tout ce qui est les signaux qui vous servent pour conduire dans la rue, les feux verts, les feux rouges, signaux de signalisation. Vous avez les signaux sonores, vous êtes en train de m'écouter, donc il y a une onde sonore qui est en train de partir du haut-parleur de votre ordinateur jusqu'à vers votre oreille, et puis ensuite votre tympan qui vibre va traduire ça en signaux électriques qui vont eux-mêmes être traduits dans votre cerveau en quelque chose, j'espère, d'intelligible pour vous. Vous avez tout un tas de signaux qui vous permettent de transmettre des informations. À noter qu'on peut avoir plusieurs informations à l'intérieur qui sont stockées à l'intérieur d'un même signal. Si vous prenez un chœur, c'est-à-dire des personnes qui chantent ensemble, et que vous prenez le son, vous avez un seul son, un enregistrement de un signal, une modulation électrique qui est récupérée par le micro. Et pour autant, à partir de cette modulation électrique, on est capable, en faisant par exemple un spectre de Fourier, de récupérer l'ensemble des notes constitutives de ce que chantent les personnes, même s'il y a plusieurs notes qui sont chantées en même temps, puisque dans le spectre de Fourier va apparaître plusieurs fréquences différentes. D'autres signaux encore, bien sûr, vous avez Internet sur lequel vous êtes en train de regarder ces vidéos. Donc la théorie du signal est absolument fondamentale pour essayer de comprendre comment un montage tel qu'Internet pourrait être possible. Et finalement, vous avez les différents protocoles qui vous permettent à votre ordinateur de se connecter à Internet, le Wi-Fi, transmission de signal sans fil, le CPL qui permet d'avoir le courant porteur en ligne, c'est-à-dire de transmettre un signal au travers des fils électriques, un signal informatique au travers des fils électriques sous forme de signal électrique, de codage des informations dans un signal électrique. Donc on est de toutes parts entouré par ces signaux, et c'est important d'essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que on peut
peut analyser les signaux et la manière dont ils vont se propager. Alors on va continuer, quelques ordres de grandeur qu'il est important d'avoir en tête sur les signaux de la vie de tous les jours, les signaux sonores, les signaux lumineux, etc. Donc les ordres de grandeur, première chose, au niveau des signaux sonores. Si vous regardez l'oreille humaine, elle peut entendre tout un stade de fréquences, dont les plus basses sont de l'ordre de la vingtaine de Hertz, ça veut dire une vingtaine de vibrations par seconde, et les plus hautes vont être de l'ordre de 20 kHz. Alors quand vous entendez jusqu'à 20 kHz, c'est déjà que vous avez une oreille très fine ou vous êtes encore très jeune, puisque avec l'âge, la bande passante va avoir tendance à se diminuer, et puis on n'entend plus que jusqu'à 18 kHz, 15 kHz, 13 kHz, etc. Mais disons que si jamais un sujet de concours vous demande quelle est la plage de fréquence audible par l'oreille humaine, vous lui répondez 20 Hz, 20 kHz, et ils seront contents. Donc les 20 kHz, d'ailleurs, c'est une manière dans certains qui avaient fait grand bruit il y a quelques années, dans certains magasins en Angleterre, où ils mettaient des émetteurs à ultrasons pour éviter que des bandes de jeunes restent agglutinées à l'intérieur du centre commercial, parce que ces émetteurs à ultrasons n'étaient audibles que par les plus jeunes pour la plupart, et avaient tendance à provoquer des maux de tête, et donc les jeunes se sont rendus compte et puis ils partaient, mais le procédé, autant que je m'en souviens, a été supprimé parce que c'est un petit peu discriminant pour les enfants qui seraient, par exemple, accompagnent leurs parents au centre commercial et en ressortent alors qu'ils ont de gros mal de tête. Voilà. Donc pour un piano, par exemple, le piano, c'est un des instruments avec la tessiture la plus élevée. Il y a 7 octaves de tessiture. Vous pouvez aller de 25 Hz pour la plus grave jusqu'à 4 kHz pour la plus aiguë, avec le La du milieu, c'est le La 440. Pourquoi 440? Parce que ça correspond à 440 Hz. Donc ça, c'est le La médium qui est que peuvent chanter relativement facilement les altos, les sopranos. Pour les garçons, vous avez plutôt tendance à faire le La 220 qui est une octave en dessous, qui sera plus facile pour vous pour chanter. Au niveau des ondes lumineuses, donc quand vous prenez la lumière, elle, ce sont des longueurs d'onde, ce sont des ondes, on le verra, et ces ondes ont une certaine longueur d'onde qui vont de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Alors on en a déjà parlé dans le cours sur l'optique. 400 nanomètres, ça correspond au bleu, et 800 nanomètres, ça correspond au rouge, et puis aussi un peu à ce qu'on appelle l'infrarouge. C'est-à-dire quand on est de l'ordre de 800 nanomètres, ça commence à être un rouge qui est difficilement perceptible. Au-delà, c'est ce qu'on appelle l'infrarouge. Mais le rouge, par exemple, est assez étendu. En fait, il va de 600 jusqu'à 800 nanomètres. Donc les 200 derniers nanomètres sont occupés par le rouge. Et puis après vient l'orange, le jaune, etc. jusqu'à arriver au bleu de l'autre côté. Donc pour 400 nanomètres. Inférieur à 400, enfin bleu-violet plutôt d'ailleurs pour ce 400 nanomètres, il faut aussi mettre le violet, puisque en dessous de 400 nanomètres, vous aurez les ultraviolets. Pour avoir les fréquences correspondantes, il faut avoir le lien entre longueur d'onde et fréquence. On va le redémontrer plus tard, mais on peut le retrouver assez facilement si vous avez une longueur d'onde en mètres, si vous avez du coup la vitesse de propagation de ces ondes en mètres par seconde, ou en mètres seconde moins 1, et vous avez que la fréquence c'est en Hertz, donc en seconde moins 1, vous voyez que si vous multipliez la longueur d'onde fois la fréquence, vous allez obtenir quelque chose qui est homogène à une vitesse, et on va démontrer qu'en fait, il y a effectivement cette relation-là, et donc vous avez nu qui vaut C divisé par lambda. Donc si on regarde dans le bleu, dans le violet, vous avez C qui vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde, vous divisez par 400 nanomètres, donc 410-9, ce qui vous fait 4
10-7. Donc vous avez de l'ordre de 3 quarts 10 puissance 15, donc de l'ordre de 7 10 puissance 15. Du coup, ça vous donne des hertz. Donc ça fait pas mal, 7 10 puissance 15, vous avez 10 puissance 9, ça fait du gigahertz, donc 10 puissance 15, ça fait du million de gigahertz, donc ce sont 7 millions de milliards d'oscillations par seconde. Autant vous dire que c'est pas quelque chose que vous allez réussir à capter facilement. Compter des millions de milliards d'oscillations, ça fait un petit peu beaucoup, et en règle générale, pour la lumière, on ne va pas voir les fluctuations temporelles. En revanche, on est capable, par exemple grâce à un gonomètre, de mesurer les longueurs d'onde correspondantes. On l'a vu dans le chapitre sur l'optique. Si vous vous placez dans le rouge, c'est pareil, j'ai du 3 10 puissance 8 divisé par du 8 10 puissance moins 7, vous voyez que ça fait 2 fois moins, donc j'ai du 3,5 10 puissance 15 Hz, donc l'ordre de grandeur à retenir, donc nu de l'ordre de 10 puissance 15 Hertz. Donc si à un moment vous avez à calculer une fréquence d'onde lumineuse et que vous trouvez quelque chose qui n'est pas du tout de cet ordre de grandeur là, soit plus grand, ce qui serait bizarre, mais aussi plus petit, de l'ordre seulement du gigahertz, ce sera pas suffisant pour avoir ça. Une onde lumineuse, une onde lumineuse, ça veut dire une onde visible par votre œil. Donc ça c'est de 400 à 800 nanomètres, c'est ce qu'on appelle le visible. Bon, donc ça c'est pour notre onde lumineuse. Alors, vous avez les fours à micro-ondes dont le nom, vous allez voir, est très mal choisi, ou le Wi-Fi d'ailleurs. Donc comme on peut le voir sur cette petite image de XKCD, où le Wi-Fi va fonctionner en fait à peu près à la même fréquence que le four à micro-ondes qui est de l'ordre de 2,4 GHz. Alors à noter que maintenant il y a du Wi-Fi à 5 GHz, donc le double de cette fréquence-là, pour pallier ce genre de problème, et puis pour proposer plus de canaux Wi-Fi dans les zones où il y en a beaucoup qui sont utilisés. Mais les deux fonctionnent de l'ordre de 2,4 GHz. Alors vous voyez que 2,4 GHz, c'est 2,4 10 puissance 9 Hz, ça n'a rien à voir avec les ondes lumineuses qui étaient à 10 puissance 15 Hz. Donc, si on calcule la longueur d'onde correspondante, vous allez avoir, on utilise toujours la formule qui est là-haut, et pour cette longueur d'onde, du coup, ce qui nous intéresse là, cette fois-ci, on connaît la fréquence. Donc on a du 3 10 puissance 8 divisé par, on va dire, de l'ordre de 3 10 puissance 9. Et vous voyez que ça me fait du 10-1 mètre, donc de l'ordre de 10 cm. Rien à voir avec le micromètre qu'on aurait pu croire dans le terme qui est ici. C'est simplement que ce sont des ondes courtes, et quand les premiers ingénieurs qui ont mis au point ce système-là dans les années 40, parce qu'ils étaient en train de travailler autour d'un radar, et puis ils se sont rendus compte que leur barre de chocolat avait fondu dans leur poche, et ils ont essayé de trouver pourquoi. Ils se sont rendus compte que c'était dû aux micro-ondes, enfin aux ondes émises par le radar, pour faire comprendre que c'était des ondes relativement courtes comparées aux ondes radiométriques qui sont plutôt de l'ordre du mètre. Ils ont décidé d'appeler ça micro-ondes, mais finalement ça n'a rien de micrométrique, c'est plutôt du centimétrique. Donc on peut faire d'ailleurs une petite expérience. Vous prenez une assiette, vous la mettez dans votre micro-ondes en ayant mis du chocolat dessus. Alors, prenez une tablette de chocolat, bien sûr, vous enlevez surtout l'aluminium et le papier qui est autour, et puis vous le laissez. Alors, il faut bloquer le système pour qu'il ne tourne pas. Donc, il faut se débrouiller pour que votre plateau ne puisse pas tourner, puisque justement, le but de ce plateau qui tourne, c'est de répartir ça. Et puis, vous allez observer que sur votre chocolat, il va y avoir des endroits. Donc, vous avez votre tablette de chocolat comme ça, hop. Et puis vous allez avoir des endroits qui vont être fondus,
et qui vont être à peu près distants d'une demi-longueur d'onde, et donc vous aurez de l'ordre de 4 à 5 cm entre deux endroits, parce que ce sont les endroits où vous avez les maximums ou les minimums de votre onde centimétrique, et puis d'autres endroits où c'est pas du tout fondu, ça va correspondre au nœud de vos ondes centimétriques, puisqu'on va faire d'un réseau d'ondes stationnaire à l'intérieur, on verra plus tard ce que ça signifie, et ce réseau d'ondes stationnaire résulte dans une cuisson qui ne va pas être homogène dans l'ensemble du micro-ondes. Et donc c'est pour ça qu'on fait tourner à l'intérieur du micro-ondes pour essayer de maximiser les zones qui vont être cuites. Et puis quand vous sortez un truc du micro-ondes, vous avez peut-être vu qu'il y avait certaines zones qui n'étaient pas cuites. Et donc si vous avez pris de la soupe par exemple, il faut la mélanger pour être sûr de réhomogénéiser l'ensemble de votre système. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a le Wi-Fi, il y a effectivement aussi le Bluetooth qui fonctionne aux mêmes fréquences à peu près. Vous avez les lignes téléphoniques qui vont être donc les téléphones portables qui vont être plus de l'ordre du gigahertz, donc 0,9 à 1,8 GHz. Là encore, il faut se débrouiller pour avoir des fréquences légèrement différentes, pour pas que ça se superpose, pour pas que le Wi-Fi, tout d'un coup, il y ait une communication Wi-Fi qui arrive dans votre communication téléphonique. Donc il faut se débrouiller pour bien segmenter les choses et obtenir les informations qui vont correspondre à ça. Donc les ordres de grandeur à retenir, les ondes sonores, les ondes lumineuses, notamment en termes de fréquence et de longueur d'onde, et puis les signaux de la vie de tous les jours, les signaux sans fil en règle générale de la vie de tous les jours, dont vous pouvez avoir ça. On verra d'autres longueurs d'onde un petit peu plus loin, notamment par exemple la distance qui sépare deux crêtes de vagues sur la mer. Ça va dépendre de la vitesse de propagation de ces vagues, et puis ça nous permettra de mesurer, d'estimer la vitesse de propagation des vagues en fonction du fond marin, par exemple, et ça nous permet d'obtenir les ordres de grandeur globaux de ces choses-là.